Hey, bonjour vous autres. Alors, on est le samedi 3 janvier et ben voilà, on se parle parce que c'est le début d'une nouvelle semaine livresque. Je vous commence le vlog alors que le plus récent n'est pas encore terminé. Mais je me suis dit que comme ça se peut peut-être que je fasse des petites choses aujourd'hui puis que l'autre est déjà pas mal complet, ben je me suis dit qu'on allait peut-être juste pouvoir se jaser ça un petit peu, puis dans le prochain vlog déjà. Donc voilà ma proposition de la semaine. Alors, samedi 3 janvier, donc, presque fin des vacances, mais je vais pas y penser. Gros décrochage, ce temps des fêtes-ci. Je sais pas vous à quoi ça ressemblait, mais nous autres, cette année, ça a été volontairement, on dirait, ou spontanément, mais ça a donné comme ça. On n'a pas fait une orgie de sorties ou de sorties sociales ou pas sociales. On est comme plus, on était bien dans notre maison, on a fait des petites choses tranquillou. Fait que ça a vraiment permis un gros, gros décrochage. Moi, ça me convient parce que bon, c'est mon type, là. Je suis quand même quelqu'un qui est plutôt bien dans ses affaires à la maison et tout ça. Donc, peut-être qu'il y aura des sorties aujourd'hui ou demain. Je vais voir. Mais j'aimais mieux plus peut-être me concentrer sur j'ai peut-être envie de vous faire un autre type de contenu cette année, autrement, peut-être sur Insta, peut-être en Reel ou peut-être des vidéos courtes sur YouTube, je sais pas trop. J'ai aucune idée, mais à chaque année, je me dis ça, à chaque année, je réfléchis à ça, puis finalement, je le fais pas. Mais j'aimerais vraiment ça de trouver quelque chose qui me convient, à une fréquence qui me convient, puis qui permettrait à ceux qui me suivent sur Insta, puisque je suis pas très active sur Insta, dans le fond, que vous ayez quand même un peu un contenu ou quelque chose qui euh, puisse vous donner peut-être l'envie d'aller sur YouTube pour en voir un peu plus. Je vais réfléchir à ça. Sinon, ben, je me suis commandé un de mes cadeaux tardifs. J'ai commandé le carnet de lecture de Margot Liseuse chez Solar Édition. Elle en a beaucoup parlé. Et ben, il arrive ici, au Québec, mais en février. C'est un carnet de lecture, puis j'aimerais ça peut-être pouvoir le commencer en début d'année. Je finis toujours par ne pas remplir les carnets de lecture, mais là, c'est plus un carnet de euh, cosy santé bien-être lecture avec l'approche margoliseuse. Puis j'aime beaucoup son approche. Donc je me dis au pire, si c'est pas les recensions de livres, je vais au moins faire le restant du contenu. Puis ça me tentait vraiment de le découvrir. Ça me tentait de la soutenir. Donc je me suis commandé directement de l'Europe. C'est rare que je fais ça, mais là, c'est juste que si j'attends vraiment qu'il sorte au Québec, je pense que c'est fin février qu'il arrive ici. Ça devient un peu moins propice à ce que je l'utilise finalement. Donc voilà ma décision. Donc, il y aurait peut-être ça. J'aurais aimé ça peut-être cette année faire aussi. Je m'étais acheté des choses pour faire un junk journal. Donc, j'ai souvent essayé de faire des bullet journal. J'aime l'idée de ça. Je finis jamais. Puis je finis par ne jamais le faire. Je suis plus finalement dématérialisée que matérialisée. En même temps, il y a quelque chose d'apaisant dans le matérialisé. Comme j'ai tranquillement commencé à faire un peu de coloriage pour moi-même. Hein. Je fais des collages pour enfants. Donc, j'ai pas de j'ai pas d'ambition de devenir une super colorieuse avec des feutres acryliques et tout, avec du shading et tout. Là. Moi, c'est vraiment de base deux dimensions plates, c'est tout. Mais c'est vrai que ça m'occupe l'esprit d'une façon différente. Donc, je trouve ça le fun de multiplier les casse-têtes, ça. C'est très dans la trend, mais c'est plus que, comme tout le monde l'a fait, ça m'a donné plus l'opportunité de découvrir ce que c'était, puis d'essayer différentes choses pour moi, pour varier un peu, parce que la lecture, c'est une chose, ça sollicite une partie de mon cerveau, mais j'aimerais ça des fois, peut-être, comme cette année. J'aimerais peut-être ça essayer de varier un peu qu'est-ce qui est sollicité. Moi, tout ce qui est motricité fine, c'est pas quelque chose que j'ai gros développé avec le temps. J'ai peu de patience, puis j'ai pas une motricité fine naturellement bonne. Mais je veux dire, ça se travaille, mais voilà. Donc, ben c'est ça. Là, on a commencé à faire ensemble les book nooks, mon copain puis moi. Vous allez avoir vu ça dans le dernier vlog. C'est très drôle parce qu'au travail, on en a des book nooks, puis j'en vois tellement que j'étais rendue un peu comme blasée des book nooks. Mais là, dans le fond, le dernier qu'on a fait, il me convenait vraiment. Je trouve ça intéressant. Puis moi, j'ai jamais été le type de personnalité à faire, par exemple, des modèles à coller quand j'étais plus jeune. Parce que moi, bon, je suis née au siècle dernier, donc à l'époque, c'était des modèles à coller, là, avec des avions et tout. Ça venait moins me chercher. Mais j'aille pas ça, le principe des dioramas, quand ils correspondent à quelque chose qui me touche. Donc, que c'est bien fait, que ça correspond à quelque chose qui me ressemble ou qui me touche, mais c'est pas des dioramas pour en faire, peu importe leur look. Donc, voilà. Fait qu'il y a peut-être ça, mais je me suis dit peut-être que je pourrais aussi me lancer dans un junk journal.
Puis junk journal, c'est juste, dans le fond, c'est un bullet journal, mais que tu structures un peu comme tu veux, puis dans lequel tu vas accepter d'être en mode spontané, créatif, non créatif, écriture, pas d'écriture, collage, whatever, ce qui te vient par la tête. Donc, je me disais, ça serait le fun que je puisse essayer de faire ça. Je pense que moi qui est très, je suis très cartésienne, j'ai l'impression que j'ai pas vraiment, ma créativité, elle passe autrement. Absolument, elle passe plus dans tout ce qui est, bon, c'était écriture jusqu'à il y a un certain temps. Depuis, ça s'est un peu tranquillisé, mais c'est plus dans l'audiovisuel. Donc, tu sais, je suis plus dans, bon, vous savez, là, les vidéos, là, je suis pas très créative pour le montage de ce que je fais, mais j'en faisais beaucoup avant. Je faisais plus du montage pour la photo. J'aime bien ça. Mais partir de rien, puis avoir quelque chose de vide devant moi, ça m'angoisse gros, comme un junk journal. Donc, je me disais, je pourrais essayer ça. Fait que j'avais déjà tout acheté le matériel, ben, tout acheté, la base, hein. Je me suis pas lancée dans les grosses dépenses. Est-ce que ça sera cette année que ça va se faire? Je ne sais pas. Puis là, je m'enlignais zéro pour vous faire un genre d'année de résolution spontanée, mais là, visiblement, on dirait que je vous en parle. Donc, voilà, ben là, vous savez tout. Est-ce que ça va s'avérer? Aucune idée. Vous verrez avec moi. Mais en ce moment, c'est ça qui mijote dans ma tête. Donc voilà, c'était en guise d'intro à ce vlog livresque que je vous ai parlé de plein de choses qui n'étaient pas livresques. Et ben, dans le fond, je vais voir comment évolue ma lecture aujourd'hui. C'est ma lecture que j'ai en cours, que j'espère terminer à temps pour vous en donner une recension dans le vlog qui est en attente que je le termine. Et ben, sinon, ben, je vais voir ce que je vais poursuivre comme lecture pour le début de l'année. Graphique, je sais pas, roman policier, mais là, j'ai fait mon gros ménage dans ma bibliothèque à lire, puis je me sens vraiment mieux, puis c'est sans doute que je vais en renlever d'autres, mais je me sens comme à l'aise. C'est des auteurs que j'ai envie de découvrir, que j'ai gardés. C'est des auteurs, pas nécessairement des auteurs avec lesquels je suis à l'aise à 100%, mais juste des auteurs que j'ai envie de découvrir. Je trouve que mon approche était plus drastique, puis ça fait du bien. Donc, je verrai ce qui me donne, ce qui me fait envie de lire. Évidemment qu'il faut que je garde en tête quand même que je vais recommencer à travailler dans 3 jours. Et ben, c'est sûr que là, le rythme va être un peu différent, mais je ne suis pas rendue là. Je n'ai pas envie de me mettre de pression sur «Oh mon Dieu, il me reste 3 jours, je peux lire plein d'affaires». Actuellement, quand je fais ça, je finis par pas lire. C'est ce que j'ai fait dans la section, dans la période des fêtes. Je m'étais dit, ah, je suis en vacances, mais j'ai tellement pris le temps de décompresser, de profiter du temps avec mon copain, avec d'autres activités, que c'était correct. Puis dans le fond, ma lecture que j'ai en cours, j'ai commencé le 30 décembre, on est le 3 janvier. En temps normal, je l'aurais lu beaucoup plus rapidement, de façon beaucoup plus intensive. Quand je fais des vlogs comme ça hebdomadaires, ben, j'ai tendance à faire ça pour pouvoir vous donner plusieurs recensions dans une semaine. Mais avec quand je sors habituellement des vlogmas, c'est pas ça l'approche que j'ai avec les vlogmas. Vous avez habituellement des lectures qui vont se poursuivre sur plusieurs vlogmas. Donc, comme je suis dans ce beat-là de pas de pression, je le poursuis un peu. Donc, j'essaie de voir aussi comment ça pourrait modifier peut-être mon approche pour le contenu que je fais, parce que j'aime bien prendre mon temps finalement pour pas compresser mes lectures. Je suis quelqu'un qui peut lire vite, mais des fois, j'ai pas envie nécessairement. Puis dans le fond, mes pannes de lecture sont habituellement liées au fait où je mets une pression de vitesse de lecture. Donc, je vais voir. Bref, on est vraiment dans le we shall see aujourd'hui. Et puis, ben, c'est ça. Donc, ben voilà, sans plus tarder, après ce grand blabla je sais pas d'objectif, mais d'inspiration potentielle pour cette année. Allez, on se lance ça, ce petit vlog-là.
Hey, bonjour vous autres. Alors, j'ai décidé de faire un dernier plan devant le sapin parce que on est le lundi 5 janvier et ben voilà, c'est la dernière journée pour ce savoureux sapin pour nous tenir compagnie parce que ben la récupération des arbres de Noël, c'est demain. Donc, j'aime tellement l'ambiance que ça fait, les sapins de Noël. À chaque année, je le dis, à chaque année, je persiste et je signe. Donc voilà, je voulais juste profiter de ce moment avec notre sapin, avec vous. Écoutez, je viens de terminer est peut-être pas le bon mot, je viens d'être complètement ravagée par le premier tome de la série Echo, donc le tome 1, l'Onyx de Marianne LTR, publié chez Imeris Éditions. C'est un tome que j'ai commencé, comme vous le savez, si vous m'avez suivi, le 30 décembre en me disant « Ah, je vais l'avoir fini pour le 31 ». Puis finalement, je me suis rendu compte que je prenais énormément de plaisir à suivre les... évidemment. à suivre l'écriture, en fait, de cette autrice-là, que c'était la première fois que je découvrais, que les péripéties comme s'accumulaient beaucoup, que le monde se déployait tellement avec beaucoup de richesse et tout ça, que j'avais pas nécessairement envie de bousculer ma lecture. D'autant plus que pendant le temps des fêtes, j'ai juste décidé de me dire que dans le fond, j'allais pas lire pour vous faire une vidéo, mais bien faire une vidéo quand j'allais avoir lu, pour reprendre un peu la formule de... Qui m'a dit? Bon, désolée. On va pas s'en sortir. Donc, on va, c'est ça. Dans le fond, qui a dit ça il y a pas longtemps que je... Ah, MH, la lectrice, sur Instagram. Si vous ne la connaissez pas, elle est extrêmement drôle. Bref, merci MH pour la citation. Mais oui, c'est pas que c'est nouveau, mais c'est pas non plus que je me forçais à lire pour faire des vidéos. Mais souvent, je me mets de la pression pour vous créer des vidéos avec du contenu, un peu plus de contenu littéraire, dans le fond, des recensons. Ce qui fait que j'ai quand même, je pousse mon rythme de lecture de façon assez soutenue. Puis là, ben, dans le temps des fêtes, j'avais le goût de prendre le temps de savourer ce gros tome-là qui faisait 500 quelques pages. Et pour ça, j'avais envie justement de ne pas m'imposer un rythme de lecture qui était en lien avec la fin des vlogs et tout. Donc, je l'ai étiré et c'est rare que ça me prend autant de temps que ça parce que 500 pages, ça ne me prend pas habituellement une semaine à lire ça, mais c'est une... De toute façon, c'est un tome, premier tome, qui est un tome explosif, qui est un tome définitivement bouleversant, dont on sort absolument pas indemne, dont on sort complètement assoiffé de la suite, qui est le tome 2 qui vient de paraître, qui est paru, je pense, en octobre 2025 en France. Ici, il est disponible seulement en numérique pour le moment, mais habituellement, les livres finissent par arriver ici au Québec, mais en décalé. Comme il est paru en octobre, je miserais sur éventuellement une disponibilité peut-être en février, mars, peut-être ici. Mais bref, voilà. Qu'est-ce que je peux dire de ce livre-là? Ça m'a happée dès le départ. Donc, la plume de l'autrice m'a happée dès le départ. Elle m'a happée par sa simplicité et sa justesse dès le départ. Par son audace, par son ancrage quand même dans des un peu, pas des archétypes, mais des structures connues, disons, par exemple, certaines structures de fantasy et certaines structures de science-fiction, mais sans que ce soit des redites. Donc, comme je vous disais un petit peu plus tôt, c'est un roman que si vous avez aimé Nous de Christelle Dabos et Les Fiancés de l'hiver, ça sont notre série de Christelle Dabos, c'est un roman qui peut vous plaire. Pas parce que c'est pareil, mais parce que certains concepts sont quand même là. Le concept de disons, une vie déterminée par un élément interne, externe, on n'est pas trop sûr si c'est inné ou acquis, disons, comme dans Nous. Et également le principe, comme dans Les Fiancés de l'hiver, d'un monde où il s'est passé quelque chose à un moment X. On ne sait pas exactement qu'est-ce qui s'est passé, mais que le monde s'est ensuite divisé en arches et que une personne provenant disons, qui avait un horizon plutôt limité ou plus tranquille, va se retrouver catapulté sur une arche qui n'était pas nécessairement quelque chose qu'elle avait en tête dès le départ et qui va devoir apprendre à comprendre cette façon de fonctionner-là, de réfléchir là à vitesse grand V,
avec absolument pas tant d'alliés que ça avec elle. Ben, en tout cas, avec des gens qui, on dirait, deviennent des alliés parce qu'elle finit par les considérer comme des alliés, mais qui d'emblée, même nous comme lecteurs, on n'est jamais sûr si c'est des alliés ou non. Donc, cette notion-là qui est travaillée beaucoup dans Les fiancés de l'hiver, aussi le rôle de la violence dans le passé de certains personnages principaux qui ont des comportements à ce stade-ci qui sont des fois un peu incompréhensibles. Comment cette violence-là est canalisée, comment... voilà, donc cette partie-là, pour moi, ça a gros fait écho, même si c'est un mauvais jeu de mots, désolé, à ce que j'avais perçu dans La fiancée de l'hiver, mais vraiment pas comme dans... C'est absolument pas la même intrigue, pas du tout. C'est juste cette notion-là, cette référence-là à ça, ça m'a permis d'avoir un ancrage que j'ai trouvé d'emblée clair, fort, qui m'a accroché. Puis après ça, quand on amène la notion, parce qu'on est vraiment... Je ne pourrais pas dire on est encore dans un hybride de genre, on est dans de la SFFF, clairement. Absolument, j'aime pas cette appellation-là, plus française de science-fiction, fantasy, fantastique, qui comme met tout dans le même panier. Littérature de l'imaginaire. C'est la littérature de l'imaginaire avec une grosse part de ça qui semble faire référence à plutôt, disons, de la science-fiction, dystopie. On pourrait penser qu'il y a des éléments de fantasy, peut-être plus en mode de structure ou les arches ou les quêtes, mais on n'est pas sûr, même à la fin du tome 1, si c'est vraiment de la fantasy ou qu'il y a vraiment un élément magique dans tout ça, ou si c'est tout man-made. Donc, c'est tout dû à l'humain. Donc, c'est super fort comme approche. Donc, voyez-vous, ça, c'est ce qui m'a d'emblée marqué. Les personnages qui sont, pour la plupart, des anti-héros, mais que l'autrice arrive à nous faire aimer malgré leurs épines, puis pas en nous promettant qu'ils vont devenir mieux ou en nous promettant que en apprenant plus sur eux autres, on va se dire « Ah, ok, je comprends. » En fait, plus on en apprend sur eux autres, plus on se dit « Man, c'est vraiment des gens cabossés, puis c'est des gens qui ont des comportements pas nécessairement corrects. En même temps, qu'est-ce qu'ils peuvent faire d'autre? Ils sont vraiment en mode survie. » Ça, c'est venu me chercher tout de suite. Puis j'ai pas ressenti le côté... J'ai réussi à m'attacher à des personnages, même si, a priori, je les approuvais pas vraiment, ou j'étais pas sûre de bien comprendre leur fonctionnement, dans le sens où c'était pas moral, disons. J'ai réussi à m'attacher à ces personnages-là, puis c'était pas un effet genre plus de « on aime bien les bad boys ou les bad girls », c'était vraiment juste qu'ils étaient tellement crédibles puis tangibles qu'on avait vraiment... On ne pouvait pas faire autrement que de juste de se dire « il doit y avoir quelque chose, ce personnage-là me hante, reste en tête pour moi ». Donc ça m'a vraiment marqué dès le départ. Le fait que ce soit un tome 1 qui ne nous propose pas une exposition du monde de son univers, en fait, de manière descriptive, donc comme c'est souvent le cas plus en fantasy, dans plutôt de la high fantasy plus, mais plutôt que ça nous plonge dès le départ au milieu de l'action, qu'on finit par comprendre en même temps que Echo, un peu, on dirait, les tenants et aboutissants de ce monde-là, qu'elle connaît un peu parce qu'en fait, elle vient de Boss City, donc elle vient d'une partie de cet univers-là, mais clairement, tout le restant qui se passe à Pandore, c'est quelque chose qu'elle connaissait un peu de loin. En même temps, elle était tellement en mode survie à Boss City que c'est pas comme si elle avait vraiment le temps de se soucier de ça. Donc, j'ai bien aimé cette proposition-là de l'autrice de vraiment nous amener avec Echo dans la découverte de cet univers-là. Ça nous crée un sentiment, on s'attache automatiquement à Echo parce qu'on est aussi dans l'instabilité, on n'est pas sûr, on est comme insécure parce qu'on ne sait pas trop. En même temps, on se réjouit avec elle des fois quand on a l'impression qu'on a un peu plus le pied sur la terre ferme, entre guillemets, parce qu'on commence à comprendre bien. Puis là, finalement, wow, ça commence encore à basculer. Puis on est comme, oh my God, une autre dimension. Puis là, les dimensions se multiplient de compréhension. Puis on est comme, oh mon Dieu, mais vais-je réussir un jour à avoir une compréhension globale? Puis contrairement à d'autres livres où plus ça devient complexe, puis plus on se dit juste, je suis larguée, genre, ils m'ont perdu en chemin. Là, ça m'a absolument pas perdu en chemin. Je suis pas sûre de tout bien saisir, mais comme c'est une zoologie, j'imagine que je vais avoir le restant des réponses en le tome 2. Mais c'est toujours bien dosé. Ça nous tire le tapis sous les pieds pour un moment suffisamment long pour qu'on se sente inconfortable, mais ça nous redonne après ça un petit quelque chose, parce que ça nous retire encore le tapis sous les pieds. Fait que dans le fond, en gros, ça cultive une addiction. En gros, c'est ça que ça fait.
Comme je vous dis, super bien écrit, une plume qui n'est pas pompeuse, mais en même temps qui est de qualité dans sa variation des rythmes, dans sa variation des points de vue. C'est mon premier coup de cœur de 2025, de 2026, 2025. Même si j'ai commencé en 2025, c'est mon premier coup de cœur de 2026, clairement. Puis là, ben, c'est sûr que je me demande juste si je vais être capable d'attendre pour prendre le tome 2 en livre numérique. Mais je pense quand même que ça me prend un petit moment pour décanter. Je dois vous dire que c'est plein de rebondissements, c'est haletant, ça bouscule énormément, ça fait réfléchir, ça fait se poser des questions sur nos propres repères, mais il y a aussi quand même beaucoup de violence. C'est pas de la violence gratuite, c'est un monde où les gens sont comme un peu sans pitié. Et il y a quand même dans les combats, c'est des choses qui sont assez, disons, graphiques et décrites. Ça s'éternise pas, mais il y en a. Il y a, à un moment donné, même un moment où c'est plutôt de l'ordre de la torture, donc j'aime mieux vous le dire. On comprend pourquoi c'est là, mais c'est sûr que, mettons, ça t'allait à la limite de ce que j'étais capable de te lire, mais comme c'est pas présent dans tout le long, puis que c'est totalement, on comprend pourquoi c'est là, ben, ça n'a même pas atteint mon enthousiasme par rapport à ce livre-là. Je pense que c'est nécessaire. On est dans un monde qui n'est pas un monde. Désolée pour le bruit, c'est mon chat qui a décidé de rentrer dans un sac dans lequel elle n'est pas censée rentrer, mais bon, c'est pas grave. Je reprends donc. On n'est pas dans un monde de licorne. Clairement pas. Puis on est aussi avec une héroïne Echo qui vient d'un monde rude, donc qui a une grande sensibilité, mais qui vient d'un monde rude, qui va pas s'empêcher d'exprimer sa souffrance, mais qui a une résilience qui est absolument hors du commun. Donc, pas nécessairement juste physiologique, mais qui souffre, mais qui va toujours se relever en quelque part, parce qu'au fond d'elle, elle a des convictions qui sont fortes, qui font en sorte qu'elle va vraiment essayer de donner tout ce qu'elle peut pour essayer de poursuivre son chemin, de poursuivre sa quête. Donc, vraiment, c'est une plume que je ne m'attendais pas à découvrir. Bien, je m'attendais. Ça fait un an que je me dis que je vais la lire, mais finalement, je ne l'ai pas lu encore. Je suis heureuse de la découvrir. C'est clair que je vais lire, si elle écrit autre chose, je vais lire autre chose d'elle. Absolument. J'ai hâte de lire le deuxième tome. J'ai comme l'impression que ça va être aussi un coup de cœur aussi parce que, bon, je ne vois pas comment ça peut vraiment en être autrement. D'autant plus que j'ai écouté ce matin la vidéo des meilleures lectures de Rêve ta vie en lecteur. Et il y avait le tome 2 de Echo dans ses meilleures lectures. Elle a dit qu'elle avait même préféré le tome 2 au tome 1, puis qu'on a plus de réponses encore. Donc, moi, comme j'ai vraiment adoré le tome 1, ben, je me dis, je pense que je suis en business pour le tome 2. Alors voilà, ben écoutez, c'est pas ma première lecture de 2026, parce que vous savez, j'ai commencé 2026 avec un savoureux album qui nous explique comment les livres étaient des arbres avant, en passant par le système digestif d'un lapin, mais non, d'un écureuil. Mais c'est quand même mon premier roman de 2026 et c'est un coup de cœur. Donc vraiment, j'espère que ça promet pour la suite des choses. Je ne sais pas si j'ai su bien vous en parler. Sachez que je ne suis pas, a priori sur papier, je ne suis pas la clientèle pour ce type de livre-là. La seule raison pour laquelle j'étais sa clientèle-là, c'est qu'elle avait vraiment un axe qui était plus science-fiction que fantasy. Puis c'est ce qui fait que j'aime absolument beaucoup plus la plume de Christelle Dabos. Fait que pour moi, c'est pour ça que je vous dis, je donne ce repère-là. Puis pour moi, c'est un repère de juste, si vous avez aimé, vous aimerez. C'est pas un commentaire. On n'est vraiment pas dans exactement la même chose. C'est juste que je trouve que la vibe de Christelle Dabos, le genre d'outils qu'elle va utiliser au niveau littéraire, sa structure, son genre d'audace et tout ça, c'est un peu en partie sa façon d'imaginer les univers. Pour moi, ça se rapproche énormément, dans le fond, de ce que nous propose ici Marianne Eltéard. Donc, ben voilà. Alors, je pense que je comprends que Leica refuse de me laisser vous parler, clairement. Je voulais vous montrer des choses que j'ai achetées aussi hier dans mon petit périple, mais je vais peut-être juste voir si je suis capable de m'organiser pour... Ouais, je pense que je vais essayer de vous les montrer. Ça peut juste se tranquilliser. Donc, hier, j'ai fait un petit périple. Je suis allée chez Indigo, comme vous avez vu. Et ce qui est cocasse, c'est que j'ai acheté aucun livre. J'ai repéré plein de livres, mais j'en ai acheté aucun. J'ai juste acheté comme des produits dérivés. Puis c'est très drôle. Ça me fait vraiment rire. Tout d'abord, j'ai acheté un marque-page. Là, je me demande si je l'avais, mais je pense que je ne l'avais pas. Un autre marque-page de la compagnie Out of Print que j'adore, que j'aime vraiment beaucoup. Je pense que je l'ai déjà peut-être. Mais c'est pas grave, au pire, je l'effrierai. C'est parce que ça me faisait rire, parce qu'en fait, comme récemment, j'ai lu un Édouard Gorée, c'est un
un des marque-pages qui propose en fait l'art d'Édouard Gorée. Donc, c'est celui-ci. Donc, oups, Books Cats Life is Sweet. Donc, voilà. Et ce chat ressemble étrangement à celui qui me dérange en ce moment. Donc, ça, j'ai pas pu m'empêcher. Après, j'ai décidé de me lancer dans un objet de lectrice que j'avais vu passer chez Alice Bouquin en Prada. Je sais pas si c'est cette marque-là, je pense pas, mais enfin bref. Comme j'ai fini par lire le livre papier de Echo souvent le soir, je l'avais sur mon téléphone aussi, mais j'aimais ça un peu varié. Puis j'avais une petite lampe de lecture un peu pincée comme classique, là, mais c'était vraiment pas agréable. Donc je me suis lancée plus dans cette nouvelle forme-là. Ben, nouvelle. Je sais que beaucoup de gens qui ont ça depuis un bout, là. Mais donc, oui, je vais te laisser focusser. Voilà. Donc, lumière de livre de cou. Donc, c'est quelque chose qui se porte. C'est une lumière rechargeable. C'est quelque chose qui se porte comme ça peut. C'est très drôle, mais bon. Voilà. Donc, qu'on peut orienter comme ça. Puis le soir, dans le fond, c'est dans notre cou. Ça ne nous empêche pas d'être confortable. Puis ça permet de pas. De justement à pouvoir régler. Il y a 3 types de luminosité. De pouvoir régler l'intensité. Puis de faire en sorte qu'on n'est pas pris avec genre une espèce de pince en haut qui est vraiment désagréable. Donc, écoutez, c'était en vente. Je me suis dit pourquoi pas. C'est une lumière qui est rechargeable si jamais vous ne connaissez pas ça. Là. Moi, je l'ai trouvé chez Indigo, mais je pense que le Nota, c'est une marque qui est un peu partout aussi. Voilà. Donc, c'est ça que j'ai trouvé et que j'ai pas encore essayé. C'est quand je suis arrivée, mon copain qui fait aussi de la mécanique, il a dit « Ah, j'aurais aimé ça en avoir une, moi aussi, pour la mécanique. » Il était pour m'appliquer. Fait que là, je me suis dépêchée de dire que c'était à moi. Non, mais je vais voir. Peut-être que si jamais, quand je l'essaye, lui, il aime ça, ce sera peut-être le moment d'y en acheter une. Là, je verrai. Et enfin, j'ai pas pu résister. Là, vous me voyez toujours avec le même hoodie, mais il y avait aussi des hoodies en spécial. Donc, j'ai pas pu résister à ceci. Je sais pas si vous allez bien le voir, mais je sais pas. Ouais, comme ça. Je sais pas si vous le voyez, mais ça indique Book Club Sparkling Conversation since 1996. Évidemment que 1996, ça va être l'année de fondation de. L'année de fondation de. Je vais dire, de Indigo. Mais bon, il y en avait, ça me tentait. Puis j'ai toujours le même hoodie sur moi. Je me suis dit que pourquoi pas. Fait que c'est ça, une des achats que j'ai fait. C'est juste drôle parce que ça, j'ai ciblé plusieurs livres. En même temps, je sais c'est quoi qui est sorti. Puis on dirait que j'étais comme. J'ai vraiment fonctionné avec mon approche de ben est-ce que je veux vraiment absolument l'acheter? Est-ce que je pourrais comme pas le lire avant puis voir si j'aime beaucoup ça ou pas? J'ai trouvé un livre que j'ai failli prendre qui était Crook Cross, je pense. Je vais vous mettre la couverture. C'était chez Persephone Books et c'était une suggestion de Jen Campbell, la booktubeuse britannique que je suis, qui est une autrice aussi. Puis en fait, elle mettait de l'avant en gros cette maison d'édition-là, Persephone Books, qui semble rééditer en fait des classiques avec vraiment une facture de qualité. C'était excellent. C'était vraiment une façon de voir, c'était le début, il me semble, de la Seconde Guerre mondiale, mais au sein d'une famille allemande dont une partie va finir par malheureusement être avalée par l'idéologie nazie, alors qu'a priori, c'était pas nécessairement une famille qui avait ces considérations-là. On est sur une histoire d'amour contrariée. Donc, ça me tentait, puis comme c'est recommandé par elle, ça me tentait aussi. Mais je voulais quand même être sûre de bien aimer la plume, sachant qu'il y en a chez Indigo, puis c'est des produits de fond, là, je pense pas qu'ils vont comme... c'est pas... Ils ont dû avoir ça parce que c'est un classique, là, c'est juste moi qui connaissais pas ce classique-là. Ben, je me suis dit, je vais voir. Si j'ai trop envie de le lire, je vais peut-être essayer de voir si je peux le lire en audio, puis si j'aime ça, je me l'achèterai. Mais c'est celui-là, le seul que j'étais tentée vraiment de prendre sur le champ, alors qu'il y avait plein de promos. Mais ben, c'est ça. Il y en a plein que je vous ai montré, que j'ai pris en note, puis que j'essaie de voir si je peux avoir à la Bibli. Mais je suis pas mal fière de moi. Donc, pas d'achat pour le moment, mais des produits dérivés. C'est sûr que c'est un ou l'autre, hein, je peux pas, je me sentais, hein, n'est-ce pas? C'est ça qui va arriver. Mais bref, je vais aller retrouver mon chat pas si sweet que ça, parce que là, maintenant qu'elle sent que j'arrive à la fin de mon intervention, évidemment, elle n'est plus vraiment intéressée à venir vous voir. Mais bon, hein, sentez-vous pas mal. Alors voilà, ben écoutez, je vais poursuivre ma journée, qui est ma dernière journée avant le retour au boulot. Que j'essaie de ne pas penser non plus à ça. Surtout qu'il faut défaire le sapin en plus juste avant, donc j'étais comme, oh non, le moral. Mon plan cet après-midi, c'est rattraper
vidéo bilan. Donc, sur BookTube, je vais me faire un petit quelque chose à manger, puis je vais me lancer là-dedans pour cet après-midi. Puis si j'ai assez le moral, je vais défaire le sapin avant que mon copain arrive pour qu'il puisse le sortir, puis qu'on puisse le mettre justement au chemin pour la récupération par les instances standards à chaque année pour que ce soit récupéré. Alors voilà, ben, on se dit à bientôt. Et bonjour vous autres. Alors, on est le mercredi 7 janvier et c'est ma pause midi télétravail. J'ai décidé de mettre mon gilet book club pour que me tenir au chaud, premièrement, mais deuxièmement, j'étais bien contente de pouvoir avoir un petit hoodie livresque pour la journée. Si vous entendez des bruits en arrière-fond, c'est que mon copain écoute des trucs à la télé avec beaucoup de son, donc je suis désolée, ça va pas faire un petit fond sonore. Je vous reprends parce que j'ai finalement opté pour une lecture audio qui est en partie aussi une lecture numérique. Finalement, je vais la lire de façon hybride parce que le soir, je décide de prendre une nouvelle habitude de potentiellement lire papier ou numérique juste pour essayer d'éviter d'avoir un écran avec la lumière bleue trop proche de mon dodo. C'est rien de nouveau pour personne, mais bon, je me suis dit que j'allais quand même l'essayer un petit peu plus, avec un peu plus de rigueur. Donc, cette lecture, je décide de la choisir parce que après le coup au cœur de Echo, ben, je savais plus trop où me garrocher. Puis là, je me suis dit, allons-y dans une valeur sûre, c'est-à-dire, je décide de poursuivre la série de Shetland de Anne Cleeves. Donc, j'en suis au deuxième tome qui est White Nights, qui, si je comprends bien, en tout cas, ça semblait être développé en paire, disons. C'est une série de 8 tomes. Il y a un 9e qui vient de sortir finalement, le retour de Perez à Shetland. Mais bon, en tout cas, pour le moment, initialement, c'était une série de 8 tomes. Et de ce que j'avais compris, c'est que c'est développé en paire, dans le fond. Donc, il y a eu un fil rouge pour la série au complet, mais qu'il y avait comme un genre de sous-fil rouge qui liait toujours les tomes 2 par 2. Je ne sais pas trop jusqu'à maintenant si c'est le cas. Mais bon, on va retrouver notre inspecteur Pérez qui est toujours à Shetland, dont la vie personnelle commence à évoluer un petit peu. Comme je vous disais, je ne peux pas vous donner beaucoup de noms parce que c'est sûr que si vous avez vu la série Shetland, en fait, ça se passe au niveau personnel, comme je vous disais, sa vie personnelle dans la série Shetland, on dirait que c'est comme sa vie vraiment plus tard, alors que dans le fond, les intrigues se passent pas mal dans le temps des romans. Cela dit, je me souviens plus tant des intrigues des premiers Shetland dans l'adaptation télévisuelle. Donc, pour moi, c'est presque nouveau, à part le fait que je connais bien l'inspecteur Pérez. Bref, Pérez se retrouve de nouveau impliqué. Personnellement, il côtoie une personne qui, on sent, commence à prendre un peu d'importance pour lui. Cette personne-là est une artiste et il va avoir un vernissage, dans le fond, d'une exposition que cette personne-là va faire avec une célébrité des arts visuels des îles, qui est Bella Sinclair. Et lors de cette soirée-là, ben, dans le fond, Pérez va être invité, mais vraiment pas à titre professionnel, juste parce qu'il côtoie l'autre artiste dont c'est le vernissage. Et ce soir-là va arriver un incident
Premièrement, il n'y aura pas beaucoup moins qui va se présenter, alors qu'habituellement, Bella Sinclair, c'est une artiste hyper connue. Mais deuxièmement, il y a un homme qui, à un moment donné, après avoir fixé un tableau super longtemps, qui s'avère être un des tableaux de la personne que côtoie Pérez, va soudainement s'écrouler en sanglots en disant qu'il ne se souvient plus de rien, comme s'il avait vraiment été victime d'une crise d'amnésie. Pérez va finir par s'en occuper un peu, ça va un peu lui sortir de la tête parce qu'à un moment donné, l'homme va disparaître et le lendemain, pas trop loin de là, dans un hangar à bateau, cet homme-là va être retrouvé. Enfin, on suppose que cet homme-là, parce que c'est pas encore identifiable dès le départ, va être retrouvé mort, a priori pendu. Mais on ne sait pas si c'est un meurtre ou pas. Donc, on va partir de là. Il va y avoir Pérez qui va évidemment mener l'enquête, avec, comme toujours, des attaches un peu trop proches de lui, potentiellement. Même si c'est quelqu'un qui est très rigoureux, mais ça reste toujours que ça va le bouleverser un peu plus que prévu. Et avec de l'aide qui va venir d'Inverness, éventuellement, en regard du développement de l'enquête, c'est-à-dire qu'est-ce qui va être trouvé, puis quelles conclusions ils vont tirer par rapport à la cause de la mort. Et ben c'est ça. Fait que c'est toujours le boss de Pérez qu'on voit, Taylor, qui est pas quelqu'un qui habite sur une île, qui a comme besoin un peu d'avoir la lumière sur lui en même temps qu'il reconnaît un peu la qualité de Pérez. Pérez qui sait que il est doué puis autonome, mais qui se plie quand même un peu à la volonté de se. Pas bien le choix, c'est son boss. Après ça, ben, sa vie personnelle qui tourne autour, tous les gens qui habitent sur l'île qui sont là aussi. Ça suit directement, presque directement. Je pense que c'est comme 3 ou 6 mois après, peut-être le premier tome. Donc, il y avait quand même des événements marquants qui s'étaient passés sur l'île. Donc, voilà. Mais là, cette fois-ci, comme ça implique quelqu'un qui est la personne qui est décédée, c'est quelqu'un que personne ne semble connaître, donc potentiellement un touriste. Ben là, on dirait que les gens qui habitent sur l'île se sentent un peu moins concernés parce que c'est comme pas un des leurs. Je dis pas qu'ils s'en foutent, là, mais c'est comme les gens sont plus curieux qu'inquiets. Voilà. Donc, j'aime toujours autant la plume d'Anne Cleeves. C'est une plume qui est utilitaire, mais elle fait quand même ressortir beaucoup l'intériorité des personnages puis les émotions. En même temps, c'est une plume qui est quand même efficace. Donc, ça me plaît bien. Évidemment que le narrateur a un accent écossais comme encore une fois. Donc, à chaque fois que je l'écoute en audio, ça me replonge encore plus dans l'ambiance. Quand je le lis en numérique, ça va aussi, mais j'aime bien alterner parce que je trouve que la version vraiment avec la voix audio et l'accent écossais, je trouve que ça permet ben c'est ça, c'est un petit plus dans le fond. Alors voilà où j'en suis. Sinon, pas grand-chose d'autre. Première semaine de retour au boulot. On survit, on survit. Demain, je vais travailler en librairie, donc les semaines où j'ai comme ça du travail de librairie, après ça, quand je suis à la bibliothèque, après pour poursuivre ma semaine de travail, je suis comme hyper occupée parce que j'ai comme plusieurs journées à rattraper, disons, en 2, 3. Donc, on va voir ce que ça va donner. Je ne me mets pas trop de pression. Mais pour le moment, c'est une lecture qui me plaît bien, qui me fait sourire. Pas parce que c'est drôle, mais parce que ça me titille la curiosité. En même temps, ça me rassure parce que je connais le contexte quand même un peu, je connais la plume, je sais jusqu'où un peu cette autrice-là va. Donc, ben voilà. Alors, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Ben, je vous reprends dès que je peux. Et bonjour vous autres. Alors, me voici en ce jeudi 8 janvier en mode studio mobile parce que je vais vous parler d'une lecture terminée et une nouvelle lecture une lecture de plaisance entamée également. Donc, j'ai terminé le fameux Anne Cleeves, donc White Nights, qui est le tome 2 de la série des Shetland, donc avec l'inspecteur Perez. Et comme d'habitude, toujours aussi bien dosé. C'est jamais un total coup de cœur. Je pense que j'ai vraiment eu un coup de cœur pour l'ambiance qui était proposée par l'adaptation de la série télévisuelle, ce qui fait que ça me garde toujours une espèce d'élément que je traîne dans mon imaginaire quand je les lis. Par contre, la plume est là. La plume est... Il n'y a pas nécessairement une poésie, mais il y a comme une espèce de simplicité. Il y a quand même un bon pouvoir d'évocation. Les personnages, je les aime bien, on s'y attache. On tombe pas nécessairement dans le piège des archétypes. Il y en a toujours un peu, mais on les développe un peu plus, puis c'est jamais des personnages qui sont en bloc, donc sont souvent nuancés, ont souvent
des choses positives et des choses négatives. Et puis, ben là, évidemment que la vie personnelle de Pérez va avancer un petit peu. Donc, j'aime toujours ça. C'est sûr que je poursuis la série. Très bon tome. Intéressant aussi parce que ça parle des White Nights qui sont en fait les nuits sans lune, disons, les nuits blanches, qui se passent à l'été dans ces îles-là qui sont très au nord. Donc, ils ont des journées sans soleil puis ils ont des nuits sans lune. Donc, ce sont des jours où les gens, même les habitués, ont parfois de la difficulté à dormir, même si on a des grosses toiles, parce qu'on dirait que le corps perçoit que c'est un moment où, mais dans le fond, il n'y a pas de nuit, donc c'est un peu particulier. Et ça fait sortir pas toujours le meilleur chez l'être humain. Il y a encore quelques rebondissements avant la fin, dans le sens où souvent avec Anne-Cleves, on a l'impression qu'on sait un peu où ça va s'en aller, mais finalement, il y a toujours des détours que la vérité va prendre. Et puis à chaque fois, jusqu'à maintenant en tout cas, c'est profondément triste, en quelque part profondément humain, mais dans le sens de faillible. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'à la fois, on est révolté par ce qui va se passer, qui sont bien entendu des crimes et tout, mais c'est souvent un peu dans la grisaille de la moralité. Donc, à chaque fois, ben, on se pose la question. Là, dans ce cas-ci, c'est pas tant dans la grisaille de la moralité. Là, on sait clairement quelque chose de pas correct, mais il n'y a pas toujours des intentions non plus. Donc, c'est bien parce que ça nous questionne un peu les convictions morales. Donc, j'ai vraiment beaucoup aimé ça. Je vous invite vraiment à lire ça. Je ne sais pas à quoi ressemblent par contre les traductions, évidemment. Je ne sais pas si c'est bien fait. Je sais qu'en français, c'est vraiment dur à trouver, même pour les bibliothèques. Nous autres, en ce moment, on n'a pas tous les tomes, donc je pense que c'est vraiment plus paru en anglais. Je ne sais pas si c'est des nouvelles traductions qui vont éventuellement être mises de l'avant. Peut-être qu'avec le fait que la série Shetland se poursuit, évidemment, c'est rendu ailleurs concernant... c'est inspiré vaguement de la prémisse d'Anne Cleeves, mais c'est pas nécessairement... on est rendu vraiment ailleurs, mais peut-être que ça va faire en sorte que des traductions françaises vont finir par exister. Mais bon. Alors, j'ai terminé celui-là. Puis là, ben, je me disais, je ne suis pas obligée de faire une autre lecture. En même temps, j'avais le goût d'avoir un peu une petite lecture audio. Puis là, j'aurais pu prendre quelque chose de plus, disons, qui me demande un peu plus de gymnastique de cerveau. Mais j'avais comme envie d'être dans un cozy mystery de plaisance. Et puis, ben, j'avais envie de rester en Écosse. Ben là, c'était les Hébrides pour Anne Cleeves. Dans ce cas-ci, c'est les Highlands. Donc, vous me voyez venir. Je me suis dit, pourquoi pas un petit Hamish Macbeth de M.C. Beaton. Donc, j'y vais avec le tome 3, qui est en anglais Death of an Outsider. Et en français, c'est Qui s'y frotte s'y pique. Traduction un petit peu douteuse. Et on va retrouver le fameux inspecteur Hamish Macbeth, qui finalement est un être humain qui a plus à proposer que qu'est-ce qu'il en a l'air, évidemment, comme d'habitude. Quelqu'un qui est très, finalement, dévoué à sa famille, mais quand même un grand solitaire, avec un peu des émois amoureux, mais pas totalement, en tout cas, pas nécessairement, voyons, ne se sont pas réalisés encore nécessairement. Un grand adepte de la solitude, mais en même temps quelqu'un qui n'a pas peur non plus de... Il est un peu sans filtre quand il est en société, il est un peu dans le mode gros bon sens. Et de cette fois-ci, on va rencontrer Hamish Macbeth qui va quitter son poste habituel parce qu'il fallait remplacer un collègue dans un autre village pour 3 mois parce que c'est les vacances de son collègue, puis ça il tente 0 parce que genre, il n'a vraiment pas le goût de partir d'où il est. Et ben, il va se ramasser là-bas, puis bon, évidemment, il arrive là-bas, c'est quelqu'un qui n'est pas du coin, donc beaucoup de résistance, les gens ne veulent pas l'aider pantoute. Mais c'est parce qu'ils ne connaissent pas Hamish Macbeth, qui n'a plus d'un tour dans son sac, qui a tendance à bien connaître l'humain et à trouver la façon de justement déjouer un peu ça. Donc, il va finir par se faire quand même des alliés indirectement. Et quand il arrive là-bas, il comprend qu'au sein du village, il y a une grosse inimitié, je pense, qui est contre ce qu'il considère comme un nouvel arrivant, mais je pense que ça fait comme 8 ans qu'il est arrivé, qui est, je me sais plus c'est quoi son nom, Whitening, bref, un Anglais, des gens partants. Pour l'Écosse et les Highlands, c'était compliqué. Et un Anglais qui est venu avec sa femme et qui se targue de dire à tout le monde ce qu'ils pensent et de dire à tout le monde comment faire leur propre travail qu'ils font depuis des années sur l'île alors que lui-même n'a pas d'expérience. Donc, vraiment beaucoup de haine envers cette personne-là.
Et dès le départ, ce monsieur-là va aborder Hamish Macbeth avec beaucoup de mépris en disant « J'espère que tu es plus intelligent que celui que tu as en place. Moi, je veux que tu règles ça. Ma femme s'est fait attaquer par des sorcières hier, blablabla. » Bon, pourtant, ça semble quelqu'un qui est assez cartésien. Hamish Macbeth, il comprend bien qu'il va falloir qu'il aille pareil, mais tu sais, il utilise un peu le côté je suis pas trop vite pour finalement passer des petits messages un peu entre les lignes à ce fameux monsieur-là. Puis là, plus ça va aller, puis plus il va rencontrer des gens du village, puis plus on va lui dire, ben en fait, les attaques sont contre la femme de ce monsieur-là, mais c'est pas contre cette femme-là qui semble en avoir, mais vraiment plus contre ce monsieur-là. Et puis, un beau matin, on va trouver, en fait, une personne qui est là, qui est censée garder les cages à homards, va trouver un reste de corps humain dans les cages à homards et va faire en sorte, parce qu'elle n'a pas envie de se faire attraper, que tout ça soit mis en dehors des cages à homards. Et ça va être retrouvé pas trop loin d'une école. Et on va finalement se dire que c'est peut-être le fameux monsieur que tout le monde haït et qui est un Anglais et qui vient de l'extérieur du village. Donc, j'imagine que Hamish Macbeth va devoir considérer l'ensemble du village comme les suspects potentiels. Bref, voilà. Là, dans celui-là, on est vraiment, mis à part le personnage principal, on est vraiment dans les archétypes avec MC Beaton, mais actuellement, c'est bien assumé, donc ça va. Je ne m'attends pas à autre chose que ça. Là, celui-là, je le trouve un petit peu plus tissé grossièrement que peut-être les deux autres que j'ai lus, que le deuxième en tout cas. Donc, je ne sais pas si ça va s'arranger, parce que là, on arrive dans l'enquête, fait que des fois, ça se replace un petit peu. Parce que je trouve que même pour Hamish Macbeth, on ne donne pas trop la possibilité de faire autre chose, en fait, d'être autrement que dans les grands traits. Donc, on est moins dans la nuance. En même temps, comme je vous dis, j'ai pas une grande attente. J'ai vraiment l'impression que j'avais envie de me lire un espèce de petit, je sais pas moi, c'est comme si c'était un petit Agatha Christie, là, qui est tissé un peu plus grossièrement, avec des mailles plus visibles. Mais ça va jusqu'à maintenant parce que je m'attache à Hamish Macbeth. Donc, on va voir si mon attachement se poursuit. Alors voilà, sur ces bonnes paroles, je vais devoir vous laisser parce qu'il faut que je poursuive ma pause midi. Puis ben voilà, on se reprend sans doute quand j'aurai terminé le Hamish Macbeth. À tantôt! Ça reste fun. Et l'écosystème que j'ai prévu là pour 2026 sera peut-être pas. Hey, bonsoir vous autres. Alors, on est le jeudi 8 janvier et me voici de retour à la maison en pitch déjà, avec un chat sur moi. Donc, vous allez sans doute voir une queue se promener comme ça ici. C'est normal. Je viens vous parler de, finalement, le fameux MC Beaton que j'ai entamé ce matin en livre d'eau. C'était un livre d'eau très court, un livre d'eau de, je pense, 5 heures. Puis, ben, je l'ai écouté en faisant d'autres choses aujourd'hui, donc ça c'est allé très vite. Et ben écoutez, c'était pas transcendant. C'était vraiment une lecture, c'était une lecture de plaisance qui va vraiment pas laisser un souvenir mémorable et qui, à la limite, m'a laissé un petit peu un sentiment de malaise, un peu comme si j'avais mangé 3 barres de chocolat commercial plutôt que du chocolat noir, disons. Là, j'ai rien contre ça. Mais dans ce roman-ci, Hamish Macbeth, il est comme, je sais pas, il est lourd, il est macho un peu, en même temps où il se fait un peu manipuler, mais on n'est pas trop sûr. Ça met un peu en péril une potentielle relation qu'il y a avec un personnage secondaire dans les 2 premiers tomes, puis qu'on sent que ça va être un duo au cours du restant de la série. C'est juste que dans celui-là, c'est comme un peu mis à l'épreuve, mais c'est tellement des comportements qui semblent pas correspondre à ce qu'on nous vend de Hamish Macbeth, qui semble vraiment être quelqu'un qui, oui, qui a une verve, qui
qui a pas de filtre, comme je vous disais, mais c'est fondamentalement quelqu'un qui est bon, puis qui aime les autres, en fait, finalement, puis qui ferait jamais rien pour blesser. Puis là, il y a quelque chose qui se passe. C'est de l'ordre de, je dirais, l'attirance, pas nécessairement l'amour, même si des fois ça peut se déguiser un peu là-dedans. Puis c'est comme présenté avec des gros sabots. C'est pas chic. C'est pas. C'est à la limite du déplacé. Puis c'est quand même MC Beaton qui a écrit ça, donc c'est une femme qui a écrit ça, mais ça aurait pu être un homme du début du 20e siècle, disons. C'est un peu ça. Euh, la femme est comme présentée comme quelqu'un qui est un peu comme une vampe, puis Hamish Macbeth comme un humain qui n'est pas capable de réfléchir autrement que par son sexe. Donc, c'est pas. C'est ça. Ça m'a un petit peu. Puis ça m'a un petit peu déçu, puis ça m'a un peu découragé un peu de lire la suite, alors que dans le fond, j'aime a priori le personnage d'Hamish Macbeth, mais là, peut-être qu'il va changer avec le temps, mais s'il est pour évoluer dans cette espèce de voie-là, ça me tente pas. Écoutez, si vous avez lu les autres Hamish Macbeth après, à partir après le tome 3, donc 4 et plus, dites-moi donc s'il revient plus au Hamish Macbeth, mettons, du 2, qui était plus celui qui me plaisait, avec un bon fond quand même, là, puis tout ça. Parce que s'il est pour rester comme ça, puis tu sais, ça se résout à la fin un peu comme à la Hollywood, là, c'est comme ça un peu son écart qu'il a fait, mais c'est comme pas grave, puis finalement, tout est bien qui finit bien, alors que c'était vraiment pas nécessaire. L'enquête pour celui-là aurait pu être vraiment intéressant. D'ailleurs, ça me rappelait une enquête, puis j'arrive pas à me souvenir avec le doigt dessus. Ça me rappelait une enquête d'un autre roman que j'ai lu, qui était absolument pas un cozy mystery. C'est juste drôle parce que ça a rapport avec des cages à homards, puis j'étais comme, il me semble que j'ai déjà lu ça. C'est peut-être Jorn Horst, je me souviens plus où j'ai lu ça, mais en tout cas, de toute façon, c'est pas parce qu'il y a un copyright sur le principe de trouver quelque chose, un corps dans un endroit où il y a des homards, mais c'est juste que ça m'avait marqué, puis vraiment, ça m'a me fatiguer parce que bref, au début, je me suis même demandé si j'avais pas déjà lu celui-là, mais en fait, non. Puis, c'était pas du tout amené de la même façon. Dans l'autre, c'est vraiment plus nuancé. Fait que c'est pour ça que je pensais plus à Yarmir Horst. Puis peut-être même de Laurence Redondo, mais il me semble que non. Bref, on était vraiment dans un autre niveau de style d'écriture. Là, comme je vous dis, j'avais pas d'attente par rapport à ce livre-là, puis malgré que j'avais pas d'attente, ça m'a dérangé. Je l'ai fini parce que j'avais commencé, je devais voir comment ça allait se résoudre. C'était, a priori, si on enlève toute la partie qui est vraiment lourde puis bancale, avec puis un peu à la limite déplacée de Hamish Macbeth dans celui-là, l'intrigue est correcte, mais elle va très vite comme tous les Hamish Macbeth. Donc c'est sûr que là, si en plus je suis pas capable de m'accrocher au personnage, ça l'a pas trop fait, disons. Donc je l'ai terminé, c'est une bonne chose. Puis je suis pas sûre que pour le moment, je vais me mettre un petit peut-être hold sur les Hamish Macbeth, à moins que vous me suggériez de poursuivre peut-être dans d'autres Hamish Macbeth qui ça évolue mieux. Mais bon, voilà. Sinon, j'avais oublié de vous montrer, je crois, un des cadeaux que j'avais eu à Noël, parce que je l'ai eu décalé finalement. Et c'est un cadeau super cool. Puis je me disais juste peut-être que ça pourrait donner des idées à des gens, des fois, qui ne savent pas quoi donner en cadeau à des lecteurs ou lectrices. Puis si vous ne savez pas du tout ce qu'ils aiment comme livre, mais on m'a offert ceci, qui est en fait un recueil d'illustrations sous forme de carte postale, mais qui en fait rassemble des illustrations qui représentent la devanture de librairies montréalaises. Puis là, on a autant des librairies indépendantes que des librairies d'occasion, que des espèces d'hybrides. Il y en a un qui a des livres et des vinyles. C'est super chouette. Dans le fond, à chaque illustration, on va avoir la devanture, le nom de la librairie, bien sûr. Puis à l'arrière, comme vous pouvez le voir avec celui-là, vous allez avoir, évidemment, c'est une carte postale techniquement, mais vous avez les coordonnées, dans le fond, de la librairie. Donc, c'est un peu comme un recueil d'art, guide de voyage, guide d'exploration livresque, absolument parfait pour moi. J'ai vécu à Montréal super longtemps, donc il y en avait quand même plusieurs que je connaissais, mais ça a tellement changé. Il y a tellement beaucoup de librairies qui ont vu le jour dans les rues montréalaises, qu'il y en avait quand même que je connaissais soit de noms que je suis jamais allée ou d'autres dont j'ai entendu parler mais que je n'avais jamais fréquenté. Puis ça donne vraiment envie d'y aller. Je regarde les devantures, je regarde les adresses, puis je suis comme puis là, je vais comme prévoir mes prochains passages.
Après, je vais m'en servir peut-être plus comme guide de voyage. En même temps, c'est intéressant. J'ai oublié de vous mentionner, c'est qui faisait les illustrations. C'est Dariush Ramezani. Puis j'imagine que c'est auto-édité. Parce que je sais pas, c'est vraiment. Ouais, c'est auto-édité. Voilà. Sur le dessus, on a la librairie Les Bons Débarras. Puis c'est celui-là, justement, que c'est des livres et des vinyles. Et je trouvais que c'était une super idée. Je ne sais pas si ça existe dans d'autres villes, mais je trouvais que c'est une super idée. Ça donne le goût, justement, d'aller les voir. Ça donne. C'est sûr que ça nous fait sourire parce que c'est des librairies qu'on aime. Pour moi, les librairies qui me correspondent, ça me fait autant sourire que revoir un vieil ami. Je suis vraiment comme, ah, je suis vraiment contente. Puis il y en a d'autres, comme je vous dis, qui m'intriguent. Puis que j'avais jamais réussi à placer sur la carte. Puis comme là, à l'arrière, on a l'adresse, je suis comme vraiment. Puis je me rends compte que dans Verdun, mais c'est bon, maintenant à Montréal, le secteur de Verdun, c'est beaucoup développé. Disons que c'est une clientèle qu'on retrouvait avant, peut-être dans le plateau, Rosemont, Petite-Patrie, puis c'est rendu dans Verdun. Donc, c'est le fun. Ça fait jaillir, en fait, des commerces, des opportunités livresques ou autres dans ce secteur-là qui, avant tout ça, était un tout petit peu plus dévitalisé. Mais bref, voilà. Donc, j'ai juste montré ça parce que je trouvais que c'est une super bonne idée. Donc, merci à un nouveau frère d'avoir eu cette idée de me donner ça. C'est vraiment une bonne idée. J'étais comme fascinée quand je l'ai reçu. J'arrêtais pas de regarder pour voir planifier déjà mes prochains déplacements. Donc, voilà. Ben, écoutez, je sais pas trop si je clôt le... Je pense que je vais clore le vlog ici. Je pourrais décider de lire une lecture express pour pas qu'on se laisse sur cette espèce d'impression après avoir justement lu ce MC Beaton-là. Mais en même temps, c'est ça aussi mes semaines des fois. Donc écoutez, cette semaine-ci a commencé par un coup de cœur. Ensuite, j'ai retrouvé une plume que j'aime bien, surtout des personnages que j'adore avec les Anne Cleave et son Shetland. Puis je croyais pouvoir me replonger dans une lecture doudou avec les Hamish Macbeth, mais visiblement, ce fut une déception. Donc, voilà. J'espère que ça vous a plu cette semaine-ci. N'hésitez pas à me mentionner en commentaire si vous avez déjà commencé des lectures de début d'année. Êtes-vous juste trop sous l'eau du retour au travail? Si c'était le cas, voilà. Gênez-vous pas, ça va me faire plaisir. Puis, je suis vraiment intéressée si vous avez lu du MC Beaton, les Hamish Macbeth, à savoir est-ce que ça évolue du bon sens ou pas, parce que ce volume 3 m'a vraiment déprimée. Alors voilà, ben écoutez, sinon je vous souhaite le meilleur pour vous, surtout la santé en ce moment, c'est pas évident pour tout le monde. Des superbes lectures. Puis ben d'autres, on se dit à la prochaine!